Bonjour à tous. Alors la philosophie permet de questionner ces certitudes, c'est vrai, mais aussi elle permet de nous réinterroger sur le sens des mots. Et donc on va commencer par le début. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'une culture? Parce que vous voyez, il y a des mots comme ça dans la langue française qui sont extrêmement polysémiques, c'est-à-dire qui veulent dire plein de choses à la fois. Le mot sens que tu as évoqué, par exemple, Anaïs, c'est un mot polysémique, mais le mot culture, évidemment, c'est un mot polysémique. Pourquoi? Parce qu'on va parler d'abord de culture, de la culture de celui qui cherche à se perfectionner par l'acquisition de connaissances. Quand on dit que quelqu'un est cultivé, par exemple, eh bien, on va parler de sa culture. Première acception, ou même de son entretien physique, quand quelqu'un se cultive physiquement. La culture physique, c'est aussi une manière de concevoir la culture. Deuxièmement, on va évidemment parler de la culture de la terre. Et d'ailleurs, c'est même ça le premier sens du mot culture, c'est le soin et l'entretien qui est donné au sol nourricier pour qu'il puisse y avoir des champignons, des forêts, du blé, ce que vous voulez, qui poussent et qui grandissent. Et enfin, on peut aussi parler du terme de culture pour désigner ce qui rassemble un collectif de personnes. Celle d'un pays, celle d'une zone géographique, celle d'une famille, et puis évidemment celle d'une entreprise, puisque c'est le sujet qui nous intéresse aujourd'hui. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on retrouve dans ces trois acceptions du mot culture une même origine, l'idée de culte, culture, culte, ou l'action d'honorer quelque chose, d'honorer quelqu'un. Et donc, on pourrait dire que la culture, en ce qui concerne la culture d'entreprise, est ce qui définit l'identité d'un groupe, autrement dit, ce que le groupe choisit d'honorer, ce à quoi il décide de donner de l'importance, ce qui le distingue, ce qui le rend différent. Et on pourrait dire, pour commencer à esquisser une définition de ce que c'est qu'une culture, et évidemment une culture d'entreprise, ce sont les valeurs, c'est-à-dire ce que le groupe estime devoir être défendu, ce qui est important pour lui, premièrement. Deuxièmement, des manières de penser qui sont souvent informelles, c'est-à-dire des croyances sur la manière dont le monde fonctionne et la manière dont les êtres humains fonctionnent. Un exemple de croyance. Est-ce que les croyances, ce sont des phrases un peu générales sur la manière dont le monde et les êtres humains fonctionnent. Est-ce que les gens se lèvent plutôt le matin en ayant envie de bien faire, ou est-ce qu'il faut les pousser parce que sinon il ne se passe rien? Vous voyez, ça c'est une croyance avec laquelle on avance dans la journée et qui va donc déterminer nos manières d'agir. Donc premièrement des valeurs, deuxièmement des manières de penser, des croyances, et troisièmement des manières de faire. C'est très concret, une culture. Une culture, ça comprend des rituels, des manières de se saluer, des manières de se quitter, des manières de régler les problèmes, des manières de décider, etc. On en détaillera quelques-unes un peu plus tard. En fait, ce sont les rituels qui scandent les grandes étapes de la vie. Et en entreprise, il y a des grandes étapes dans la vie d'une équipe ou d'une entreprise. Donc, si on se nourrit de ces deux premières acceptions du terme de culture, c'est aussi ce que le groupe choisit de perfectionner, et puis ce par quoi le groupe grandit, évolue, et donc transmet et assure sa continuité dans le temps. Une culture, ça sert à ça. Ça sert à assurer la continuité dans le temps d'un groupe donné. Et donc, on pourrait dire que la culture, c'est ce par quoi un groupe cultive sa manière particulière d'être au monde. C'est ce qu'un groupe de personnes décide d'être pour faire ce qu'il a à faire. Vivre ensemble, dans le cas d'une communauté politique, produire des biens et des services, dans le cas d'une entreprise. Mais contrairement à ce qu'on pourrait croire, une entreprise ne fait jamais que produire des biens et des services. Ça, c'est l'apparence. Elle est aussi un collectif de personnes qui vivent une bonne partie de leur vie ensemble. Et donc, une culture d'entreprise, c'est aussi ce par quoi une entreprise cultive ce en quoi elle croit, ce qu'elle défend sur le plan éthique
et puis une certaine manière de faire ce qu'elle a à faire. Et je l'ai évoqué tout à l'heure, comment les tâches sont réparties, comment les décisions sont prises, comment on se parle. Le langage est extrêmement important dans une culture. On va parler de jargon d'entreprise, vous savez, et plus vous entendez des acronymes, plus vous entendez des mots un peu jargonneux dans une culture d'entreprise, plus vous pouvez vous dire que cette culture d'entreprise est forte. On va voir ce que ça veut dire. Donc voilà pour commencer à esquisser et à brosser un tableau de ce que veut dire culture et de ce que pourrait vouloir dire culture d'entreprise. Et donc on pourrait se dire que plus la culture d'une équipe ou d'une entreprise est forte, plus les personnes qui la composent s'identifient à ce groupe, s'y sentent reliées, se sentent lui appartenir. Dans une culture d'entreprise qu'on considère comme forte, le sens est donné de l'extérieur, notamment par l'histoire, mais aussi par les instances dirigeantes. Et donc, on pourrait dire que plus une culture est forte, plus il existe des liens de solidarité, de dépendance entre les personnes, et plus cette culture sera résistante aux attaques extérieures, aux épreuves, plus elle saura se remettre des épreuves, plus elle sera résiliente. A contrario, plus la culture d'une équipe ou d'une entreprise est faible, plus les liens sont distendus, moins le groupe a le sentiment de faire corps, plus la possibilité de désintégration du groupe est forte. Plus il est fragile et plus il aura du mal à se remettre de ses épreuves. C'est une culture où l'individualisme, en fait, est fort. Le sens n'est pas donné de l'extérieur, mais on demande à chacun de le donner tout seul. Donc le sens repose essentiellement sur les individus eux-mêmes, qui ne cessent de le re-questionner et de l'interroger à l'aune de leur vie. Et donc, si on en revient à l'entreprise, on pourrait se dire que ce qu'une entreprise souhaite, c'est d'avoir une culture d'entreprise forte. Non ? Une culture résistante, une culture qui permet d'identifier, je vois 10 minutes, qui permet d'identifier, que chacun s'identifie. Et on pourrait penser que ce qui n'est pas désirable, c'est l'entreprise faible. Alors, je vois 2 limites à l'idée d'entreprise forte. La première limite, c'est que, vous l'aurez compris, plus une entreprise est forte, plus ses frontières sont étanches. Plus une entreprise a une culture d'entreprise forte, plus elle peut dire « ça c'est nous ». Mais si je dis « ça c'est moi », ça veut dire qu'il y a quelque chose qui n'est pas moi. Et donc, l'idée que je voulais partager avec vous, la première limite, c'est que plus une culture d'entreprise est forte, moins elle est capable d'accueillir le différent, le divers, l'altérité. Or, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'une entreprise peut durer, est-ce qu'une équipe peut durer dans le temps si elle n'est pas capable d'accueillir le différent et d'accueillir le nouveau ? La deuxième limite que je vois à une culture d'entreprise forte, c'est qu'une culture d'entreprise forte impose un sens à ses membres. Le sens y est donné. Et elle ne fait pas nécessairement de place pour l'épanouissement individuel. C'est-à-dire que c'est surtout le groupe qui va compter et assez peu de place pour l'épanouissement individuel. Et donc la question qu'on peut aussi se poser, c'est est-ce qu'une entreprise qui a une culture forte fait suffisamment de place à l'individu ? Elle fait beaucoup de place au groupe, mais est-ce qu'elle fait suffisamment de place à l'individu ? Donc vous voyez, il y a un espèce de paradoxe ici, c'est qu'on aimerait bien que sa culture soit forte, mais aussi qu'on aimerait bien qu'elle soit ouverte. On aimerait bien qu'elle fasse place à l'épanouissement individuel, mais aussi qu'elle prenne compte du collectif. Et donc, en fait, je voudrais vous proposer un concept qui me semble beaucoup plus fécond pour parler de culture d'entreprise, c'est l'idée d'enracinement. Et donc, je voudrais vous parler de la culture d'entreprise, une culture d'entreprise saine, on va dire, comme une culture d'entreprise ni forte ni faible, c'est pas ça le sujet, mais une culture enracinée. Alors, dans un livre qu'elle a écrit en 1949, la philosophe Simone Weil s'interroge sur ce qui permet à l'être humain d'être épanoui. Et elle nous dit la chose suivante. Alors que la survie de l'être humain est souvent réduite à la satisfaction de besoins physiques et matériels, elle explique que l'épanouissement de l'être humain tient à la satisfaction d'autres besoins qu'elle appelle les besoins de l'âme. Alors, elle en détaille un certain nombre, mais moi, je retiendrai, par exemple, la liberté, la vérité, la responsabilité,
l'égalité, l'équité, la sécurité et l'enracinement. Ce que Simone Veil nous dit, c'est que l'enracinement, c'est un besoin humain fondamental. Elle compare l'homme à une plante et elle s'inspire aussi de la conception aristotélicienne de l'être humain comme d'un être politique, zoon politikon, un animal social. C'est ça que Aristote veut dire quand il dit animal politique, c'est un animal social qui a essentiellement besoin des autres. L'homme est un être social qui a besoin de s'enraciner dans un milieu nourricier, c'est-à-dire dans un groupe, dans une collectivité. Ce milieu, entendez-le aussi en termes agricoles en quelque sorte, ce milieu, c'est le sol dans lequel nos racines peuvent se fixer afin d'y puiser les éléments nécessaires à notre survie, notre développement et notre épanouissement. Je la cite, « Un être humain a une racine par sa participation réelle, active et naturelle à l'existence d'une collectivité qui conserve vivants certains trésors du passé et certains pressentiments d'avenir. » Alors, plus précisément, qu'est-ce qui permet concrètement de se sentir enraciné dans une communauté ? Alors, la famille, l'environnement amical, ça peut être un de ces milieux d'enracinement. L'engagement politique également dans une communauté en est une autre. Mais Simone Veil insiste sur un troisième, qui est précisément celui qui est en crise aujourd'hui. Pour elle, concrètement, l'homme s'enracine par le travail, qui définit sa fonction dans la communauté. Mais évidemment, pas n'importe quel travail et pas avec n'importe quelle conception du travail. Simone Veil voit en effet dans le travail non pas uniquement une source de revenus, mais bien une source d'épanouissement qu'on pourrait nommer spirituelle. J'entends le mot spirituel non pas au sens de religieux, mais dans le sens de ce qui permet de nourrir l'esprit, nourrir les besoins de l'âme que j'ai évoqués tout à l'heure. Un travail qui respecte donc la dignité de chacun, qui donne la possibilité à chacun de bien faire ce qu'il a à faire, dans des conditions matérielles et relationnelles qui respectent ses besoins fondamentaux. Or, la question évidemment qu'on peut se poser aujourd'hui, c'est est-ce que l'individu s'enracine par le travail ? Alors, la réflexion de Simone Veil date un peu, elle est décédée en 1949. Elle a vécu assez peu de temps, elle avait 35 ans quand elle est décédée. Mais je trouve que sa pensée est assez actuelle. Pour elle, le capitalisme industriel et la société de consommation n'enracinent pas, mais déracinent. Donc pour elle, le problème, c'est que nous sommes des êtres déracinés et qu'il faudrait pouvoir imaginer comment se réenraciner. Pourquoi est-ce que le capitalisme industriel et la société de consommation déracinent ? Eh bien parce qu'ils ne respectent pas précisément ces besoins de l'âme que j'ai évoqués tout à l'heure. Ils considèrent l'être humain comme un moyen en vue d'une fin. Ils ne considèrent pas que les besoins spirituels d'un être humain doivent être remplis dans le cadre du travail. Et elle est assez sévère, elle estime que le déracinement menace les sociétés humaines, car les individus ne s'identifient plus à des communautés. Et donc une culture déracinée, c'est une culture où les individus ne se sentent plus reliés les uns aux autres, ne se sentent plus reliés à leur écosystème vivant de manière plus large, ne se reconnaissent plus dans des valeurs communes. Et donc pour conclure, lutter contre le déracinement, ça pourrait être un projet pour réenraciner les êtres humains dans une culture d'entreprise saine. Qu'est-ce que ça pourrait vouloir dire de développer une culture d'entreprise enracinée ? Je vous propose 3 points. Une culture enracinée, c'est une culture qui a conscience de ses racines. Qu'est-ce que c'est que des racines ? Des racines, c'est une histoire. D'où on vient ? Est-ce qu'on sait d'où on vient ? Est-ce qu'on se le raconte ? Des racines, c'est aussi des valeurs. C'est ce qui nous fait tenir droit. Si j'ai des racines fragiles, eh bien, je suis totalement vulnérable aux aléas et aux épreuves. Alors que si j'ai des racines fortes, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas d'épreuves, mais ça veut dire que je pourrais y résister de manière plus forte. Donc, dans une culture enracinée, il y a une histoire, un état d'esprit. Les valeurs qui sont défendues sont vécues et pas seulement dites.
Une culture enracinée, c'est une culture où il y a une cohérence entre ce qui est pensé, ce qui est dit et ce qui est fait. Et ça nourrit le besoin humain de vérité. Vous voyez, il y a un sentiment de désaccord et de désalignement quand on entend certains discours et quand on voit concrètement tout le contraire qui est fait. Donc, premièrement, une culture qui a conscience de ses racines. Deuxièmement, une culture d'entreprise enracinée, ça pourrait être une culture qui véhicule une conception de l'être humain comme un être dont les besoins de l'âme doivent être remplis. Comme je vous le disais tout à l'heure, à travers chacun de nos comportements, à travers chacun de nos gestes, à travers chacune de nos paroles, on véhicule, sans forcément se le dire, une certaine idée de ce que c'est que l'être humain. Et donc on peut concevoir l'être humain comme un être qui a purement besoin de remplir une satisfaction physique et matérielle, ou bien qui a des besoins spirituels. Et donc si on en vient à l'entreprise, c'est une culture d'entreprise enracinée, avec une entreprise où ses dirigeants, ainsi que le management, portent de manière très concrète et quotidienne une certaine conception de l'être humain qui a d'autres besoins que les besoins matériels et financiers, qui a des besoins de sens, pour revenir à ce qu'Anaïs partageait avec nous. Et puis, troisième et dernier élément d'une culture d'entreprise enracinée, j'aimerais bien poursuivre le parallèle avec la plante, parce que là, j'ai beaucoup parlé de racines. Mais évidemment, une plante n'a pas que des racines. Une plante sort de terre et a aussi des branches, des fleurs. Elle peut produire des fruits. Donc, la culture, le milieu, c'est aussi ce qui permet à l'individu ou à un groupe d'individus de se projeter vers l'avenir, d'envisager un avenir commun. Et donc, une culture d'entreprise enracinée, contrairement à une culture forte, c'est une culture qui a de solides racines, mais qui se laisse transformer par l'extérieur, qui se nourrit en fait de la différence, du divers et de la diversité des écosystèmes qui l'entourent. Alors je voudrais, pour clore ce moment, vous poser une question. Est-ce que vous pensez que votre culture d'entreprise, vos cultures d'équipe, parce que si vous êtes dans une entreprise, une grande entreprise, peut-être qu'il y a des sous-cultures. De quelle manière, autrement dit, votre culture d'entreprise, vos valeurs, vos croyances, pas les valeurs écrites dans les jolis discours de communication, les vraies valeurs, celles qui sont vécues, vos croyances, vos rituels, de quelle manière est-ce qu'ils nourrissent le besoin d'enracinement de chacune des personnes qui travaillent dans votre entreprise. Merci.